L'ustensile est tahor, il est pur. Parce que euh, tant qu'il n'a pas touché à l'intérieur de l'ustensile, l'ustensile ne peut pas être rendu impur. Il faut qu'il pénètre à l'intérieur. Rabbi aussi, Omer, fascina. Rabbi aussi dit, voici la même chose pour le bateau en argile. Elle est pure aussi. Alors, Maïka, bah, dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a rajouté? On le savait déjà, puisque, comme tous les ustensiles en argile, parce qu'on a dit dans la Mishnah, tant qu'il n'y a pas pénétré à l'intérieur, c'est pas impur. Amar Rabzevid, Achikama. Rabzevid dit, en réalité, voilà ce que la Braïta veut nous dire. Midras Kelichest, c'est vrai que le zav qui s'assied sur un ustensile en argile, il reste pur. Magaro, tamé. Par contre, quand il le touche, à l'intérieur, donc, il le rend impur. Et si c'est un bateau ou une barque en argile, elle aussi, elle va être rendue impure par le fait que le zav s'assied dessus. Alors, on voit donc que Hanania, ça se réfère à l'enseignement de Hanania, qui lui avait dit que là, le bateau est comparé au sac, et donc un bateau en argile, qui n'est pas comparé à un sac, ce n'est pas le même mode de fabrication, eh bien, peut recevoir l'impureté par le simple toucher, ce qu'on appelle Tumat Maga. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Fasina Torah. Et c'est là-dessus que la Braïta continue, dit non, même le bateau en argile, lui aussi, est pur, il ne peut pas être rendu impur. Ketana Didan, comme on l'a enseigné dans notre Mishnah, et on avait vu dans notre Mishnah qu'on rapportait un verset de Michelet, Onia Beleviam. Le bateau est dans le cœur de la mer. Et la dracha qui est faite, l'interprétation, c'est de la même manière que la mer est pure, et que donc tout ce qui est en son sein ne peut être que pur, ben le bateau, s'il est au cœur de la mer, il est par essence pur, il ne peut pas être rendu tamé, il ne peut pas jamais être rendu impur. Maskif la Rav Papa. Rav Papa, il a objecté à Rav Zévid. Et d'après ce que tu dis, Maï, Af, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que Rabbi Yossi dit même le bateau est pur? Alors, c'est pas même, c'est surtout le bateau. Or, le même, il semble curieux à comprendre. Rav Papa Rikama, il dit voilà ce qu'il a voulu dire en fait à la Braïta, ce qu'il a voulu dire. Midras Kelicherestaor, le Zav qui s'assied sur un ustensile en argile, il reste pur. D'accord? Tant qu'il n'a pas pénétré. Magaro, quand il pénètre, il touche, il pénètre à l'intérieur, tamé, il le rend impur. Et si c'est un ustensile en bois, ben midraso, ben magaro, tamé, qui se sied dessus ou qui touche à l'intérieur, le zav le rend impur. Oisfina tayarazen, et les bateaux du Jourdain, donc qui en général sont faits en bois, théora, elle est toujours pure. Ketana didan, comme l'enseignement de notre Mishnah, qui a dit Onia beleviam, le bateau au cœur de la mer. Quand on dit au cœur de la mer, c'est pas simplement la mer Méditerranée, mais même le Jourdain, c'est suffisant pour dire qu'un bateau, par essence, ne peut pas être rendu tamé impur. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Afasminat tina. Il dit non, même le bateau du Jourdain, lui aussi, est apte à recevoir l'impureté rituelle. Kehanania, et c'est comme l'enseignement de Hanania. Elle dit est-ce que c'est comme Hanania? Parce que c'est quoi l'idée? C'est que comme elle se transporte même, elle ne se déplace pas quand elle est pleine. Et donc, les bateaux du Jourdain, qui sont des petits bateaux et qui se transportent toujours plein, eh bien, sont aptes à recevoir l'impureté rituelle. Alors, d'où sait-on que le zav qui s'assied sur un ustensile en argile, eh bien, que cet ustensile est pur, il ne peut pas être rendu impur. Amar Hiski a dit Amar Kra, parce que le verset nous dit Vi'ish Ashaiga Bemishkavo, un homme qui qui touchera l'endroit où il se couche, où il est apte à se coucher.
La suite du verset, il sera impur jusqu'au soir. Alors, Mishkavo, elle est composée de deux mots. Il y a le mot Mishkav, la couche, et il y a le mot Shelo, le sien. Et c'est la contraction des deux qui donne Mishkavo, sa couche à lui, du Zav. Et donc, étant donné que le verset de la Torah mentionne la couche du Zav dans un seul mot, au lieu de mettre dans deux, de là on apprend Makish Mishkavo Lo, que l'on associe, que l'on compare sa couche à lui. Ma'u itle ta'ara bemigve. De la même manière que le Zav peut sortir de cet état, peut se purifier en s'immergeant dans un migvé. Af mishkavo nami itle ta'ara bemigve. De la même manière, la couche du Zav, là où il s'est assis, où il s'est couché, peut aussi se purifier dans un migvé. Mais un ustensile en argile, dont la Torah nous a dit qu'il ne peut pas être purifié, alors il ne rentre pas dans le cadre de Mishkav qui est marqué dans la paracha. Et donc, il ne peut pas être rendu impur par le simple fait d'être touché par le Zav ou même le simple fait qu'il se soit assis dessus. Des Rabbi Ishmael Tana. Dans le Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné à propos de la braïta suivante. On dit à propos du verset qui parle de la couche de la Nida. On dit que si elle s'assied ou elle se couche dessus, ça rend impur. La Torah le dit explicitement, toute couche sur laquelle elle s'assiera, Kemishka Nidata, il est là, comme la couche de sa Nida, et il sera pour elle. Et donc, le terme Mishka Nidata, donc inclut et la Nida elle-même, et sa couche. De là, on apprend Makish Mishkava. Là aussi, on met sur le même plan sa couche et elle. Mahin itla ta'ara bemigve. De la même manière que la Nida peut se purifier en s'immergeant dans un migvé. Af mishkaba nami itle ta'ara bemigve. Sa couche aussi peut se purifier en s'immergeant dans un migvé. La poukekecheres de l'itle ta'ara bemigve, pour exclure le ustensile en argile, qui lui n'a pas de purification dans le migvé. Et donc là aussi, il ne peut pas être rendu impur par le midrash. Mativ Rabbi Ilai, Rabbi Ila object. Mapat, donc la natte en roseau. Bemet, minain. D'où sait-on qu'elle peut être rendue impure par quelqu'un qui a été en contact avec la mort ou par un mort lui-même, bien qu'elle n'ait pas de réceptacle. Et on tourne la page. Vedin, on peut l'apprendre ça par le biais de ce qu'on appelle un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Oma pachim ktanim, c'est théorème bezar. Si déjà les petits ustensiles en argile qui sont rendus purs, qui sont toujours purs quand il y a un zav qui s'assied dessus. Pourquoi? Tu mets imbemet, parce que le zav il peut pas, c'est des petites fioles, il va pas mettre les doigts dedans, etc. Donc ça peut jamais être impur. Et donc on nous dit qu'ils sont purs avec le zav. Tu mets imbemet. Mais s'ils se trouvent sous le même toit, sous la même tente, au El Hamet, eh bien, ils sont rendus impurs. Ma pâte, c'est tamé, bezav, la natte qui est rendue impure lorsqu'un zav se couche dessus, et nodin sheyet tamé met, que ça serait pas la même règle, a fortiori, que ce qu'on appelle un kalvachomer, qu'elle serait rendue impure par le biais du contact avec le mort. Alors on dit, mais pourquoi est-ce que la natte est rendue impure par le zav? Pourtant, la natte, on ne peut pas la purifier au migvé. Alors, on a vu précédemment que tout ce qui n'est pas purifiable au migvé ne peut pas être rendu impur par le simple fait que le zav se pose dessus. Et donc, il y a un problème. Amarle Rabbi Hanina, Shaniatam. Rabbi Hanina dit non. Rabbi Hanina, il dit, c'est différent là-bas, concernant la natte en roseau. C'est une règle qui est différente des ustensiles en argile. Pourquoi? Au Ilveka Bemino. Étant donné que la natte existe sous elle se conjugue sous différentes formes. Il y en a en roseau, mais il y en a en bois. Et si c'est en bois,
ça peut se purifier au mikvé. Par exemple, des ustensiles en bois qui ont des réceptacles qui peuvent recevoir de liquide. Et donc, ma pâte, la natte, n'a pas été exclue de l'interprétation de la dracha de la Torah. Donc, même si c'est une natte en roseau, eh bien, malgré tout, on considère qu'elle est purifiable au mikvé et que donc, elle peut être rendue impure par le contact avec un zav. Amarle, alors il dit Rabbi Chana, Rachamana litzlan mihaïdata, que Dieu nous préserve, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve d'une opinion pareille. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement faux. Parce que, étant donné que la couche a été mise sur le même pied que le zav, alors il faut que la couche elle-même, elle puisse être purifiée dans le mikvé. Étant donné que la natte elle-même, elle n'a pas de purification de mikvé, alors il n'y a pas de différence avec un ustensile en argile qui ne peut pas être rendu impur par la Toumat Midras, le simple fait que se coule dessus un zav. Il dit donc ton argument, il ne tient pas la route, c'est pas vrai. Alors Rabbi Hana répond, Adraba, au contraire, c'est pas de mon opinion qu'Hachem doit nous protéger, c'est de la tienne. Parce que, en vérité, il dit, il n'y a pas besoin que la couche elle-même, elle soit purifiable potentiellement dans le mikvé, mais tout ustensile où il a une possibilité d'avoir des conjugaisons qui sont purifiables au mikvé, ben lui aussi peut l'être. Donc, dans la mesure où il y a une natte en roseau, étant donné qu'on sait qu'il y a des nattes qui sont faites en bois avec un bête qui boule, avec un réceptacle, et que ces nattes en bois, eh bien, elles sont purifiables au mikvé, s'il y a dans la même catégorie des conjugaisons qui sont purifiables au mikvé, même la natte en roseau, elle sera de la même manière considérée comme pouvant être rendue impure par le simple fait que le zav se couche dessus. Le Ta'ama Ma'el, alors dit, c'est quoi la raison de Rabbi Hanina? En réalité, on a vu que jusqu'à présent que la couche est mise sur le même plan que le zav, et donc c'est logique de dire que si il n'y a pas de purification au mikvé, ça ne peut pas être rendu impur. Très activé. Et en vérité, il y a deux versets qui se contredisent l'un l'autre à ce sujet. Ketiv est marqué dans un verset, Veish asher yiga bemishkavo, un homme qui touchera sa couche. On apprend de là que juste un ustensile qui a une possibilité d'être purifiable au mikvé peut être rendu impur par la Toumat Midras. Ou Ketiv est marqué dans notre verset, Kol mishkav asher ishkav alav azav itma. Toute couche sur laquelle se couchera le zav sera rendue impure. Et donc, et ici, dans le second verset, on n'a pas l'expression mishkavo. On a dit il y a quelques instants que c'était la contraction de mishkav shelo. Et donc là, on apprend que du simple fait qu'il soit marqué mishkav, que même un ustensile qui n'a pas de purification mikvé peut être aussi rendu impur par la Toumat Midras dans ce cas-là. Ha-ketzad. Alors, il y a deux versets qui disent deux choses contradictoires. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre la contradiction? Yesh bemino afalga avdelitle tara bemigve. On va dire un ustensile qui, dans la même catégorie que la sienne, a des ustensiles qui sont fabriqués dans une matière qui peuvent être purifiés au mikvé, sera rendu impur par la Toumat Midras, bien qu'il ne l'ait pas de lui-même de purification dans le mikvé. Et donc, c'est à propos de ce cas-là que la Torah dit Kol HaMishkav. Donc, c'est le cas de la natte en roseau. La natte en roseau, on ne peut pas la purifier au mikvé. D'accord? Mais comme il y a une natte en bois qui, elle, est purifiable au mikvé, eh bien, ça veut dire que non seulement la natte en bois, elle peut être rendue impure si un zav se couche dessus, mais la natte en roseau,
si un zav se couche dessus, elle sera aussi rendue impure. Et on la prend de kol hamishkav, toute couche, même si ce n'est pas la sienne, même si ce n'est pas le même cadre, c'est parce que voilà. En bimno, par contre, un ustensile qui n'a pas dans sa catégorie quoi que ce soit qui puisse être purifié à Bobigé. Et donc, Makish, Mishkavo, l'eau. Là, on met sur le même plan sa couche avec lui. Et donc, de la même manière que si le Zab, il a une Tahara, il a une purification migrée, la couche aussi ne pourra être rendue impure par le Midras du Zav que s'il y a une purification au migré. Et c'est le cas, par exemple, de la couche en argile. On sait que là, il n'y a pas d'autre solution. Rava Amar, Rava enseigne, Midras Klicheres Taor. La couche en argile, elle est pure. Miaha, on apprend d'ici. Donc, tout ustensile ouvert, qui n'a pas de plomb autour, donc une sorte de bouchon, il est impur. Ah, yes, Shamid Patil, mais s'il a un bouchon, alav, taor, ou il est pur. Milo Askina, est-ce qu'on ne parle pas les Achelinou, les Ishtonida? Que ça parle même d'un cas où il a un ustensile en argile qu'il a réservé pour sa femme, Nida, pour qu'elle puisse s'asseoir dessus quand elle est Nida. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Apparemment, c'est ça. Reka Amar, Rachamana, et la Torah a dit, malgré tout à ce sujet, Taor, que cet ustensile est malgré tout pur, parce que, étant donné que le bouchon fait obstacle face à l'impureté, eh bien, le fait que la nida s'assied dessus, c'est comme un midras, c'est comme c'est la même touma que le zav. Et donc, quelque chose qui est impur ne fait normalement pas obstacle devant l'impureté. Et donc, si c'est le cas que ça fasse obstacle, eh bien, ça veut dire qu'un ustensile en argile ne peut pas être rendu impur par le midras. Et donc, il y a le din, la règle qui s'applique dessus de Samid Patil. Donc, non seulement ça n'est pas impur, mais ça fait même obstacle à l'impureté. Nouvelle Mishnah, qui est une histoire un peu complexe. Minaï la ruga shisha shisha tvachim, zorin betocha hamisha doronim. Arba al arba rochot, aruga, ve'ahad be'emsa. שנאמר, כי הארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח. זרעה לא נאמר, אלא זרועיה. Alors, la Torah nous interdit de faire des cultures croisées, c'est-à-dire de mélanger les espèces. Et l'interdit de la Torah, normalement, qu'il a la keren, c'est la vigne avec les céréales. Ça, c'est un interdit de la Torah. Si on a un mélange qui se produit, on doit mettre le feu, on doit brûler tout ça parce que c'est assoubana, c'est interdit au profit. Maintenant, les Chachamim, ils ont étendu l'interdit même aux légumes. Et pour éviter donc des croisements dans les légumes, on doit respecter des règles d'éloignement des différentes espèces que l'on plante dans son champ. Donc, on vous donne un exemple. On a un champ et le champ, c'est comme un carré. Et en vérité, ce que la Mishnah nous dit, c'est que on peut voilà. Je ne sais pas si on va voir à l'écran. Daniel, il est là? Très bien. Visible? Oui. Alors, vous remarquerez qu'il y a un coin. Donc, vous voyez qu'il y a des coins qui sont blancs. Les coins sont blancs. Voilà. Donc, ce qui est assuré, c'est ce qui est plantable. Et donc, vous avez 4 bandes qui sont plantées avec des légumes. Et au milieu aussi. Bon, alors regardez l'histoire.
Donc la haruga, c'est le champ, d'accord? Qui est donc 6 tfachim sur 6 tfachim. Ça fait à peu près 60 cm sur 60 cm. Hein, c'est un petit exemple. Et on peut, Zorim Betoha Hamisha Zeronim. On peut planter dedans 5 sortes différentes. Arba al Arba Urkot, 4 sur 4 coins. Donc les 4 bandes telles qu'on les a définies. Et une au milieu. Et un had ça. Chez Neymar. Et il n'y a pas d'interdit de kilaïm qui va être perpétré ici. Comme il est dit, c'est un verset dans Isaïe. Qui caresse timha. Comme la terre sort ses plantes, ou que Gamma zéroa tasmiar. Et comme son jardin, ses plantes, elle va faire pousser. Alors on dit, c'est pas sa plante, ne dit pas, mais ses plantes. Alors, Maïmashma, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Amar Rabbi Yehuda, qui caresse totitimha, comme la terre sort sa plante, totsi had. Alors, voilà comment on interprète. Quand le verset dit, il fait sortir, c'est-à-dire une espèce, d'accord? Timha, encore had, encore un, ça fait deux. Arrêtez, voilà deux. Zéroa, au pluriel, très, ça fait encore deux. Donc on est à combien là? 4. Arba, donc ça fait 4 espèces différentes. Tatsmiyar, tu feras pousser had, c'est encore un. Hamisha, là tu apprends que tu peux faire pousser 5 espèces différentes dans ce petit espace relativement clos sans avoir transgressé l'interdit de la Torah avec des légumes. Est-ce que vous vous sentez d'accord? Le Kim Léo les Rabanan. Alors les sages, ils tiennent des Hamisha Beshita, que 5 espèces qui sont plantées sur une longueur de 6 sur 6 Tvachim, Lo Yanke Mehadade. Ils ne se ils ne se nourrissent pas l'un de l'autre. En vérité, on considère que la distance pour qu'un légume se nourrisse l'un de l'autre, il faut un téphar et demi. Et donc, avec ça, on a la distance à minima qui protège de tout croisement. Et donc, le plan qui est au milieu, bah lui, il y a 3 tfachim qui le séparent. D'accord? Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas les séparer. Et les autres, il n'y a pas de problème. Il y a juste le coin des deux côtés, mais là-dessus, on a dit que ça ne porte pas conséquence, d'autant plus que c'est un interdit d'ordre rabbinique. On ne pourrait pas faire ça si c'était de la vigne et des céréales. Alors, d'où est-ce qu'on sait que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, que c'est quelque chose qui tient la route? Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba, Yadin de Rabbi Yochanan, Maïdirtiv. Qu'est-ce qui est l'essence du verset qu'on voit dans la Torah, dans des Barim? L'otasil gebulre acha, Asher gablu rishonim. Ne porte pas atteinte à la limite de la propriété de ton prochain que les anciens avaient fait. C'est quoi la limite de la propriété de ton prochain que les anciens avaient fait et que tu pourrais atteindre? Gavugul chez Gablu Rishonim Lotasig. Parce que on fait les anciens, tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, ne plante pas des plantes proches du domaine de ton prochain. Et c'est quoi le domaine de ton prochain? C'est ce que les anciens avaient défini. Et donc, parce que quand tu fais ça, tu affaiblis la terre de l'autre. Donc, si on plante trop près du champ du voisin, on va parasiter son champ. Et on nous dit, fais attention. C'est vrai, tu es chez toi, théoriquement, mais on sait qu'il y a une interconnexion même sous la terre. Et donc, si on s'approche trop près du voisin, on va parasiter et affaiblir la terre du voisin. Et ça, c'est déjà un interdit de la Torah. Et donc, il y a une idée comme quoi on connaît les limites.
Maï Gavlou Rishonim, c'est quoi ce que les anciens avaient mis comme limite? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yochanan Tan. Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit au nom de Rabbi Yonatan, Dirtiv, El et Bene Seir, Achori, Yoshve, Haaretz. Voilà les fils de Chori, les fils de Seir, le Chori, les habitants de la terre. Et pourquoi est-ce que le verset il a mentionné juste à propos des enfants de Seir, Yoshve, Haaretz, les habitants de la terre, les résidents de la terre? Ato, Kule, Alma, Yoshve, Rakianu, les autres gens du monde, ils vivent dans les cieux, les gens ils vivent sur la terre. Parce que ça nous apprend qu'ils vivent sur la terre. La Sheiu Beki'in, Veshia Shelaret. En vérité, c'est parce qu'ils connaissaient le fonctionnement du monde. Sheiu Omrim, il savait dire, il disait, Melo Kaneze, remplis cette mesure-là de terre, les zaït, pour faire pousser dessus des oliviers, Melo Kaneze, l'ekfanim, cette branche de terre, tu vas mettre des vignes, Melo Kaneze, les ténim, cette branche de terre, tu vas mettre des figuiers, mais Chori, c'est quoi le terme Chori? Chez Merichim Haaretz. Il sentait la terre. D'accord? Il avait une préscience de ce que la terre pouvait donner. Cet endroit, il est propice à telle plantation. Cet endroit est tel plantation à ça. Les Chivi, alors pourquoi on les appelle les Chivéens? C'est une nation cananéenne. Amarav Papa dit Shayu Toramim et Haaretz qui Hivia. Et goûter la terre comme un serpent. Parce que c'est quoi le serpent? Le serpent se nourrit de la terre. Et donc, ils avaient une intimité avec la terre telle qu'ils étaient vraiment capables de savoir quelle est la plante qui convient au bon endroit sur la terre. Une autre explication pour Chori. Rav Acha Bar Yaakov, Rav Acha Bar Yaakov, il a dit Chori, on les appelait Nerasu Bene Chorin Nirseen. Alors, ils ont été libérés de leur biens, c'est-à-dire qu'ils ont été virés de leur terre par les enfants d'Esav, et donc ils n'ont plus eu besoin de travailler la terre. Bon, fin tragique s'il en est. Amar Ravasi dit Aruga Toha Shisha. Donc, le lopin de terre dont on a parlé dans notre Mishnah, dans lequel on a dit qu'on peut planter 5 espèces de légumes différentes, il faut qu'il y ait à l'intérieur 6 tfachim. Chos migulea, en dehors de ces bordures. Donc, c'est 6 tfachim fait uniquement référence à l'endroit où on peut planter les légumes. Et ça ne tient pas compte de la terre qui est vide, vierge, qu'on laisse tout autour. Pour justement marcher dedans quand on va arroser les plantes. Tanya Namiachi, on enseigne aussi une braïta qui va dans le même sens. Aruga Torha Shisha. Le lopin de terre dont on a parlé, il faut qu'à l'intérieur il y ait 6 tfachim, et donc en dehors de la bordure. Gvuleha Bekama. La bordure, c'est combien? Keditnan. On a enseigné la largeur de la bordure. Mishnah Nakien, Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda enseigne Rochav Kemelo Rochav Parsa. Donc, c'est comme la largeur d'un pied, de la paume de la plante d'un pied, c'est-à-dire un téphar. Amar Rabbi Zera enseigne Vetema Rabbi Chania Bar Papa, certains disent Rabbi Chania Bar Papa. Maïta Amad Rabbi Uda. Quelle est la raison de Rabbi Uda, dire-t-il? Parce qu'il est marqué dans des Devarim Veshkita Beraglecha Kiganyarak. Tu abreuveras avec ton pied comme un champ, un jardin de légumes. Et donc, comme on a marqué Beraglecha, avec ton pied, ça c'était superflu. On aurait pu dire le pasouk, Veshkita Kiganyarak, tu l'abreuveras comme un jardin de légumes. Pourquoi on a rajouté avec ton pied? Mais en vérité, c'est pour nous dire que le pied, il vient nous dire que c'est la largeur qui est référence pour abreuver. Maregel Tefar, de la même manière que
le pied et une largeur d'un tefar. Afgevul, Nami, tefar. La bordure aussi, eh bien, c'est aussi un tefar. Amar Rab, il enseigne. Aruga, Bechouba, Shaninu. Notre Mishnah, elle parle d'un lopin terre qui n'est pas entouré avec d'autres lopins. Mais si c'est un lopin qui est entouré d'autres lopins, alors là, c'est interdit de mettre 5 espèces différentes. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de les séparer l'un de l'autre suivant la distance recommandée. Donc, si on espace les plants les uns des autres, ben, il n'y aura pas entre les espaces la dimension suffisante. Il n'y aura que 2 tfachim par exemple sur la bordure. Et donc, alors là, les Khamim ont dit qu'il en faut qu'il y en ait 3. Vaikam makom kranot. Mais il y a les coins des lopins de terre. Ben, on peut planter dedans. En vérité, on peut planter dans les coins. L'un au nord, l'un au sud, l'un à l'est, l'un à l'ouest. Et donc, on pourrait donc faire en sorte qu'il y ait des lopins qui s'entrecroisent l'un l'autre et grâce à ça, on gagnerait de l'espace. Agmara répond à Amar Berav. Et dans le Beth Midrash de Rav, ils ont répondu Mishme des Rav, au nom de Rav. Memale et Takranot. On parle d'un cas où il a planté les coins du lopin sur toute leur largeur. Et donc, il a même rempli les coins. Et s'il a rempli les coins, alors il n'y a plus d'espace pour faire autre chose. Les érémés à braille, il n'y a qu'à Voloim les mégavailles, ben, il n'a qu'à ensemencer autour, mais pas remplir les coins. Et donc, avec ça, il pourrait planter les 5 espèces qu'on a dit dans la Mishnah. Et donc, pourquoi est-ce que Rab il dit que on parle d'un lopin qui est isolé et pas d'un lopin qui est avec d'autres? Alors, la Gemara dit, Rab, il interdit de planter un lopin entouré d'autres lopins, Xera, Shema, Yemale, Takranot, de peur qu'il remplisse les coins, qu'il ne laisse pas l'espace nécessaire et qu'on en arrive à transgresser un interdit. Vous voyez la roche-tor, Yarak. Alors, en vérité, on n'a qu'à dire que ça serait comme s'il y avait que la rangée qui serait remplie de légumes, qui vient d'un autre champ et qui rentre dans ce champ-là. Et il y a en vérité, il n'y a pas d'interdit de kilaïm, de croisement d'espèces interdites. Milotna, n'est-ce pas qu'on enseigne dans une Mishnah dans kilaïm? Aya roshto yarak nirnas etorhe acher, moutar. S'il y a la tête, la rangée de légumes, un champ, qui rentre dans un autre champ qui est planté avec une autre espèce, c'est permis. Il n'y a pas d'interdit de kilaïm. Mipene, chenire, sauf asadem. Parce que ça apparaît comme la fin d'un champ, donc ça n'apparaît pas comme se croisant. Et donc les Khamim n'ont pas été si sévères à ce sujet. El Roshto Baruga. Il dit, mais ce éther, cette permission qu'on a donnée de la tête de la rangée qui vient d'un champ à un autre, ça s'applique que pour un champ. Mais pour un tout petit lopin comme ça, là, on n'a pas donné cette facilité-là. Et donc, là, on a la crainte que ça apparaisse comme un croisement et on ne veut pas donc donner cette permission. Notre Mishnah, elle parle, nous dit Shmuel, eh bien, d'un lopin, un tout petit lopin qui est entouré d'autres petits lopins. Ils se mélangent les uns les autres, donc on n'a rien gagné. Amar Oula dit, ils ont posé la question en Occident, c'est-à-dire en Eretz Israël. Ifkia Telemechal la Penekula. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un homme, il a déchiré, il a labouré un petit lopin de terre, comme ça. Et il a fait comme une sorte de bande tout le long de ce lopin, sur toute sa longueur. Et
il a planté une espèce. Maou, quelle est la règle? Étant donné que la bande n'est pas éloignée de plus de 3 tfachim de, des autres plantations, alors la permission qui avait été donnée est tombe à l'eau et c'est interdit, ou alors ça reste permis. Alors on dit que c'est une discussion entre les chachamim. Amar Rav Sheshet dit Ba irboub ou bitel et ashura. Bien le mélange des différentes espèces qui sont étrangers et ça annule la règle qui avait été donnée pour la haruga pour le petit lopin, de dire que si c'était juste une petite bande sur les 4 côtés, c'était permis. Ravasi Ravasi lui il n'est pas d'accord, il dit le mélange n'annule pas la permission de la bande. Et Tivé Rabina Lerachi, Rabina il a exécuté Ravashi. Annoté à j'étais Shurot, chez le Kishouin, j'étais Shurot, chez le Dilouin, j'étais Shurot, chez le Poulamitri. Celui qui plante dans un grand champ, cette fois. 2 rangées de concombres, 2 rangées de courges et 2 rangées de fèves égyptiennes, le foulamitri, et entre chaque espèce, il a fait une rangée. Moutard, c'est permis, parce que les 2 rangées, ça s'appelle comme un champ en soi. Et on a le droit de planter entre 2 champs ce que l'on veut. Et la rangée qui sépare, eh ben c'est bien. Alors s'il a planté une rangée de concombres, une rangée de courges, une rangée de fièvre, avec la fièvre, de fèves égyptiennes, assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'une rangée, c'est pas considéré comme un champ, c'est considéré comme un petit lopin. Et donc, c'est pas suffisant pour pouvoir considérer qu'on a le droit de planter différentes espèces. Shaniacha, des cas Sharacha. C'est différent parce que les 3 espèces en question, Kishuin, Dilouin et Poulamitri, donc c'est le concombre, les courges et la fève égyptienne. Ce sont des espèces qui sont longues et qui se mélangent les unes les autres déjà en hauteur. Et donc, l'espace qui est entre les rangées n'est pas suffisamment visible. Mais les autres espèces, là, c'est visible. C'est pour ça que Rabassi a dit que la rangée du milieu n'annule pas le héter, la permission qu'on a donnée de haruga, c'est-à-dire de planter différentes espèces sur un lopin. Omar Rafkana dit au nom de Rabbi Amar Rabbi Yochanan. Celui qui veut remplir tout son jardin de différentes espèces de légumes. Ose haruga, shisha shisha, ve'ogelba, hamisha, umemale, karnotea, kolma shirte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un lopin, d'accord, 6 sur 6 tfachim, au carré, et il fait à l'intérieur un cercle qui va faire 5 tfachim, et il va planter une autre espèce, et après il va remplir les coins. Donc, demi-téphar qui reste dans chacun des coins de ce lopin. Kol machirte, ce qu'il veut. Et donc, il n'a pas besoin d'espacer les espèces les unes des autres, parce qu'en vérité, chacune va apparaître à sa place comme quelque chose de spécifique qui ne peut pas se mélanger avec l'espèce d'à côté. Vaïka des béné au béné. Ah, mais il y a quand même les bordures entre chaque petit lopin qu'il va faire. Et là, on a dit qu'on n'a pas le droit de planter. Alors, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit qu'il y a que Kol, il a dit qu'on peut mettre tout. On ne peut pas tout mettre.
Amre Debe Rabbi Yanaï. Ils ont dit, au nom de Rabbi Yanaï, Bemachiv ben Abinaïm. On parle dans un cas où il a laissé des espaces non ensemencés sur les lumières, sur les limites, entre les petits lopins. Et donc Rabbi Yochanan, il n'a pas dit qu'on a le droit de remplir tout ce qu'on veut avec des légumes, mais on a le droit de remplir chaque petit lopin avec des légumes, sauf les bordures, parce qu'il faut qu'il y ait des espaces pour qu'on marque bien les limites. Ravashi Amar, Ravashi dit, Imayu zéro in shati, si ils étaient ensemencés avec des rangées qui étaient en droite, Zor'el Arev, les bordures, il va les faire en croisé, de l'autre côté, donc en perpendiculaire. Arev, Zoren Chati, et si c'est en perpendiculaire, il va les faire droit. Et Tivé Ravina les Ravashi, Ravina l'objecte les Ravashi, Aodat Yarak Beyarak, Acher Shisha Tzachim, Veroin Otam. Donc, la Braïta qu'on voit, on voit que le lieu où on peut travailler le légume, qui est ensemencé avec un autre légume, c'est 6 sur 6. Veroim Otam, et on considère ces 6 sur 6 que Tabla Merubaat. On est à la page 86A tout en haut. Comme s'il il s'agissait d'un lopin au carré. Et donc, tabla ou de chéri, c'est-à-dire que juste dans un endroit, un lopin carré, qu'on pourrait faire ça, planter 5 espèces différentes. Ah, lavahi, assour, mais ce n'est pas le cas, ça serait interdit. Alors, la Gemara dit, hatam, là-bas dans la Braïta, on dit que le lopin doit être carré, pourquoi? Les akuleba kula acharina. Et pour faire encore d'autres facilités. Léati roche tor semina, pour permettre que même la tête de la rangée qui sort de là et que soit proche, on puisse planter encore une autre espèce. Mais pour toutes les autres espèces, tous les autres cas vus dans la Gemara, même un lopin rond peut aussi nous satisfaire. C'est la fin du DAF PH. Et donc, on a rattrapé notre tard.